Les Européens vont-ils aller jusqu'au bout? Poutine menace toute force occidentale en Ukraine deviendrait une cible légitime. Le Kremlin dit tout haut ce que beaucoup redoutaient. Écoutez. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si les troupes occidentales mettent les pieds en Ukraine pendant les hostilités, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes. Bonsoir Pierre Servan. Bonsoir Marco. Je suis ravie de vous retrouver à cette table. Est-ce que les Européens, ou certains Européens, risquent de céder face à ces menaces? Déjà, d'une certaine façon, ils ont déjà cédé à ce type de menaces, parce qu'on ne parle même pas d'envoyer une coalition guerrière en Ukraine aujourd'hui. Il s'agirait d'envoyer une coalition de la paix qui serait couverte par un cessez-le-feu, un armistice ou une paix. Toutes hypothèses qui sont éjectées du paysage. Poutine a rejeté un cessez-le-feu. Les Américains ont dit il n'en veut pas, donc finalement on l'avait proposé, mais on n'en veut plus non plus. Donc vous vous rendez compte que même dans un cadre extrêmement soft, très doux entre guillemets par rapport à la situation, vous avez déjà des tas de pays européens qui tergiversent. Et là-dessus, les déclarations de Poutine, évidemment, ça va contribuer à congeler, à geler encore plus les hésitants, ceux qui ont peur, et les opinions publiques qui disent non, nous on ne veut pas du tout d'implication. Donc on est très loin du début, du commencement de ce qu'il faudrait faire, et Poutine joue sur de velours en disant attendez, voilà, si ça se prend comme ça, je tape dedans. Des déclarations après qu'Emmanuel Macron ait déclaré ceci, écoutez. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. On a du mal à comprendre à quoi va ressembler cette force de réassurance. Alors on apprend terre, air, mer, mais que vont représenter ces 26 pays, Pierre Servan? Ça va ressembler à rien. Ça va ressembler à rien. Alors, j'insulte pas les pays qui ont travaillé ensemble, et les états-majors qui ont bossé. Ça ressemblera à rien, puisque le président rappelle bien la condition. C'est cette force de réassurance. Donc, on parle bien d'une force de réassurance. Elle pourrait intervenir s'il y a un cessez-le-feu demain. Donc, si vous voulez, la conditionnalité de la mise en œuvre de ce dispositif fait que ça n'arrivera jamais. D'une part, parce que je pense que Donald Trump ne donnera jamais d'assurance ferme, ce qui serait un facteur qui pourrait débloquer certaines énergies qui sont un peu atones, je pense à la Pologne, à l'Allemagne, etc. Mais tout ça est conditionné par un processus diplomatique de paix dont Poutine ne veut pas et ne voudra jamais. Je suis très frappé on en parle souvent sur ce plateau, des illusions du fait qu'on essaye de dire, on projette nos propres analyses, nos propres vœux de paix. Il y a des réalités lourdes. La principale réalité lourde, c'est que Vladimir Poutine ne renoncera jamais à l'annexion, à la destruction, à la domination de l'Ukraine. C'est son objectif majeur. Ça n'est pas un objectif territorial. Il se fout du Donbass, d'un morceau de Zaporijia, etc. Ça l'intéresse pas du tout. Lui, c'est un projet idéologique, quasiment religieux, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, il veut réunir les 3 icônes saintes. Il l'a dit, ça c'est pas Pierre Servan qui parle, c'est Poutine. Je veux réunir les 3 icônes saintes, Russie, Biélorussie, Ukraine. C'est son grand projet. Et vous avez remarqué que lors de son saut en Chine, dans cet échange qui a été capté entre ces grands prédateurs, parce que c'était finalement le bal des vampires qui étaient rassemblés, ceux qui sucent le sang de leur peuple et qui voudraient bien le faire pour les autres pays, donc la rencontre autour de Xi Jinping, ils ont parlé de l'immortalité, du fait de se prolonger au pouvoir. Donc eux, ils sont dans cette vision, cette dynamique, en tout cas Poutine notamment, pour ce qui est de l'Ukraine, et donc le mot paix, c'est un mot obscène. Pour lui, ça n'existe pas. Et donc on a un décalage avec les Européens qui pédalent pour faire plaisir à Trump,
Et puis quand Trump, finalement, on lui fait plaisir en disant voilà, la coalition est prête, on est au taquet, voilà, vous pourriez mettre la pression sur Poutine. Lui dit attendez, mais il y a la Chine. Demain, il dira mais attendez, sur l'Inde, il faut que vous m'aidiez, etc. Voilà. Donc on reporte un constat très difficile, qui est celui que je martèle depuis longtemps, il n'y a que la guerre sur la table. Parce que Poutine ne veut que la guerre. Donc qu'est-ce qu'on fait par là? Est-ce qu'on met la tête comme les autruches dans le sable? Est-ce qu'on fait semblant? On jette des écrans de fumée pour un peu abuser l'opinion publique par rapport à ça? Non, la réalité est extrêmement cruelle. Poutine ne démantèlera pas son dispositif. Il a la conviction, il se fout de savoir qu'il a perdu, le président français l'a rappelé, 1 million d'hommes tués ou blessés graves en 3 ans et demi de guerre. Il s'en fout totalement. Il grignote, il n'avance pas franchement, il ne défonce pas l'Ukraine. C'est plutôt, quand on regarde la picture, la photo de 3 ans et demi, à mon sens, c'est plutôt un échec russe. Je regardais dans le détail récemment, ça fait longtemps que les experts d'armement relèvent que les Russes ne sortent pas de matériel moderne en nombre important. Ils ont les Shahed, les drones iraniens, mais ils font du recyclage d'armement soviétique. C'est-à-dire qu'ils modifient, ils rétrofitent, comme on dit, ils améliorent certains missiles, etc. Ils sont en économie de guerre. Ils sont en économie de guerre et c'est très frappant. Ils ne sortent pas de matériel. Ils améliorent leur tactique. Hein. Ils ont progressé dans les drones, etc. Mais il n'y a rien de déterminant. Pour un pays de 140 millions d'habitants qui s'est mis en économie de guerre, on pourrait s'attendre à ce qu'ils sortent des chars modernes qui défoncent les lignes russes, des moyens du génie qui permettent de traverser les champs de mines que les Ukrainiens ont installés un peu partout. Vous n'avez rien de tel. Il n'y a rien d'extraordinaire. La ville de Pokrovsk, on en parle depuis 10 mois. Alors c'est une ville, je reconnais, les Russes l'enserrent de plus en plus. Elle tombera peut-être comme Barmout. Mais à chaque fois, pour une micro-avancée, le volume des pertes est considérable. Mais Poutine, qui pense qu'il est peut-être dans l'immortalité avec ses camarades chinois, nord-coréens, etc., se dit qu'au final, il aura, lui, le dernier soldat pour faire la conquête du dernier carré ukrainien. Mais ce n'est pas mirobolant, les victoires militaires russes. Vous avez rappelé cette image de Xi Jinping entouré de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un. Il y avait également des Européens autour de cette table, notamment le Premier ministre slovaque, Robert Fico, mais également le ministre des Affaires étrangères hongrois. Est-ce que l'on peut surpasser ces divisions européennes ou est-ce qu'elles nous font plus de mal qu'autre chose? Alors elles nous font du mal et il faut les virer. Il faut les virer de l'Union européenne. C'est absolument honteux. Alors, je souligne le fait que ce sont... Alors, c'est pas parce que ce sont des petits pays, parce qu'en fait, ils pèsent très peu dans l'équilibre général de l'Union européenne. Entre parenthèses, les pays qui achètent du pétrole russe et que Trump dénonce, ce sont ces 2 pays qui sont idéologiquement très proches de Donald Trump. Notamment Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, il est tout le temps fourré aux États-Unis dans les congrès républicains, MAGA, etc. Et ils peuvent bloquer des décisions européennes. Ils peuvent bloquer. Alors, en général, ils font du tintamarre et puis ils obtiennent des concessions et ils débloquent sur les sanctions, par exemple. Ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Mais là, le fait de voir 2 pays européens qui sont un rassemblement, qui est un rassemblement, je dirais, destructeur pour les valeurs européennes. Alors, tout ça sous couvert de dire, oui, l'hégémonie occidentale. Non. C'est-à-dire que les systèmes qui nous rassemblent, ce qui fait qu'on est au sein de l'Union européenne, le système de valeurs, c'est exactement ce que les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, les Iraniens qui étaient présents veulent détruire. Donc quand vous avez 2 pays membres de l'Union européenne qui y sont, mais c'est un scandale total, absolu. Donc là aussi, si vous voulez, par rapport à l'ensemble de la vision qu'on peut avoir de ce domaine-là, est-ce qu'on peut continuer à être mollasson, à dire ben non, on peut pas, machin, faire des sanctions, etc. Voilà, non. Comment dirais-je, plus on est mou aujourd'hui dans tous les domaines, plus on va souffrir demain pour être dur face à l'évolution du monde. Et pour l'instant, on est encore dans des entre-deux, dans des tolérances, des acceptations. C'est absolument inacceptable la présence de 2 pays de l'Union européenne dans cette rencontre des principaux gangsters internationaux. On l'a vu hier lors de ce sommet de la coalition des volontaires. On attend encore le feu vert de Donald Trump. Il y a eu cet appel hier après-midi. Donald Trump aurait apporté un soutien. Vous allez nous raconter justement, puisque
On se demande à quoi on peut s'attendre réellement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien militaire de la part des Américains? Est-ce que ce serait juste une surveillance, des moyens de surveillance accrus qui seraient partagés avec les pays de la coalition des volontaires? Tout ça reste assez flou pour le moment. Complètement flou et je pense que on ne peut rien en attendre de sérieux. Je pense que Donald Trump nous balade, qu'il est parfois agacé de voir que le président Poutine ne prend aucun gant avec lui. Et pour vous donner une information LCI, un diplomate européen, il y a déjà plusieurs mois, m'avait dit « On a des échos de ce qui se passe dans l'entourage de Poutine au Kremlin, quand certains conseillers de Poutine lui disent « Monsieur le Président, il faudrait faire un geste vis-à-vis du président Trump, faire un peu semblant, comment dirais-je, le ménager, vous connaissez son ego, peut-être un moment où il va commencer à se piquer, à être piqué par le fait que vous ne prenez pas beaucoup de gants avec lui. Donc quand ses conseillers le lui disaient, Vladimir Poutine était en colère, en les envoyant bouler, en leur disant « les États-Unis étaient et resteront un pays ennemi », et donc je ne ferai aucun effort. Alors il a changé. Ça, c'était avant les attaques américaines en Iran et avant la rencontre en Alaska, qui correspondait à ce que ses conseillers lui disaient. Faites des choses qui ne mangent pas de pain, dont il va sortir rien. Il n'est rien sorti de la rencontre en Alaska, mais faites-lui plaisir. Il aime bien ces rencontres. Il l'a fait avec Kim Jong-un dans son premier mandat. Il n'en est rien sorti, mais il y a des drapeaux, il aime bien ces trucs-là, etc. Donc, Poutine l'a fait, mais pour rien. Il n'y a rien derrière. Mais je pense que Poutine le fait parce qu'il sait que Trump déteste Volodymyr Zelensky. Trump a une admiration et peut-être une affection pour Poutine, pour son modèle, pour ce qu'il représente. Je pense que la nuit, le président Trump doit rêver d'être le Poutine américain, plus d'opposition, plus de presse... Voilà, on a envahi le Groenland si on a envie, etc. Et par ailleurs, il sait aussi que pour Trump, le dossier ukrainien et les dossiers qui concernent les Européens, mais Margot, il s'en fout. Si ça peut lui rapporter du fric. Là, par exemple, il a vendu aux Ukrainiens 3350 missiles de croisière américains aux Ukrainiens. Ça l'intéresse. Donc, pour revenir à votre question, j'ai été un peu long, il ne faut rien attendre. Il n'y aura rien de substantiel qui engagerait le président américain sur des valeurs, sur une volonté de faire plier Poutine. Il n'a pas de volonté de faire plier Poutine. Il aimerait bien qu'il y ait du business avec la Russie. Mais prendre des risques, mettre des moyens aériens en soutien à une coalition de la paix qui est, pour l'instant, qui n'a aucune possibilité d'être déployée, ça ne l'intéresse pas. C'est pas dans son logiciel. Donc on revient toujours à la même chose. Si on partage mon analyse, il faut arrêter de se soumettre à Trump, de plier, de lui baiser la babouche, etc. Ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'on a le choix, Pierre Servan ? Eh bien écoutez, est-ce qu'on a le choix ? Le budget de la défense des Européens, c'est 440 milliards d'euros. Les Américains, c'est 1000 milliards. Ça va arriver à 1000 milliards, c'est considérable. Voilà. Mais si on n'essaye pas de résister, on est laminé. Regardez la Chine. Qui est-ce qui est demandeur d'une rencontre à Pékin avec le numéro 1 chinois ? C'est Trump. Ce qui est fascinant dans la période actuelle, c'est que Trump lessive, marche sur le ventre des faibles, et les forts, les puissants, Poutine, même Kim Jong-un, puisqu'il évoque la possibilité de le rencontrer à nouveau, le Chinois, alors on dirait c'est aussi la nouvelle puissance chinoise qui fait ça, donc face à ceux qui lui résistent et qui lui font, pardonnez-moi l'expression, des bras d'honneur, alors là, il est prêt à coopérer, et nous, chaque fois qu'on se montre faible, voilà, l'Indien, le Premier ministre Modi, a très bien joué en allant en Chine pour envoyer le message à Trump. Et vous verrez que Donald Trump va trouver une voie. Voilà. Donc, vous me dites, est-ce qu'on a les moyens ? Mais est-ce qu'on les a utilisés, les moyens de résister ? Non, psychologiquement, on se soumet. C'est pas la bonne voie.
Le positionnement américain est très aléatoire. On apprend notamment aujourd'hui par NBC News que les États-Unis pourraient prendre la tête de la zone tampon en Ukraine. La zone tampon serait une vaste zone démilitarisée située à l'intérieur de l'actuelle Ukraine, séparant les territoires russes et ukrainiens. Les États-Unis ne financeront, grâce notamment à leur capacité technologique, les États-Unis assureraient la surveillance de la zone tampon grâce à des drones et des satellites ainsi qu'à d'autres moyens de renseignement. Steve Witkoff était tout de même à Paris hier, il a fait le déplacement pour être là lors de cette coalition des volontaires. Donald Trump a pris cet appel longuement avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens. Est-ce qu'on peut vraiment parler de désengagement américain, Pierre Servan ? Oui. Oui, je crois que tout ça, c'est de la gesticulation. Witkoff, l'envoyé spécial du président Trump, il est incapable, ça fait des mois qu'il traite ce dossier, il est incapable de donner le nom des provinces qui sont annexées par la Russie. Il n'est accompagné d'aucun diplomate professionnel. En face, les Russes sont des costauds en matière diplomatique. Ils ont toute l'expérience de l'Union soviétique pour rouler dans la farine le monde entier à l'époque de l'Union soviétique. Donc c'est pas parce qu'il est là qu'il sert à quelque chose. Par ailleurs, certaines informations laissent penser que les choses ne sont pas passées de façon idyllique avec Donald Trump. Et le résultat, c'est que vous avez cette énorme coalition qui répondait en quelque sorte à la demande de Donald Trump lors de la rencontre du 18 août, après celle de l'Alaska, où les Européens, un certain nombre, emmenés par le Français et le Britannique, étaient allés rencontrer Donald Trump avec Volodymyr Zelensky. Et de ça, ils avaient dit, on va se mettre en marche, on va faire avancer les choses. On fait avancer les choses. Est-ce que vous avez entendu dans le point de presse du président français l'esquisse du début de quelque chose de tangible ? Donc, Donald Trump ne le fera pas. Et par ailleurs, encore une fois, je reviens à un point qui est fondamental. On discute pour rien. Le point de déblocage, c'est s'il y a un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Les Russes ont dit niet, les Américains se sont rangés à la ligne américaine, à la ligne russe, alors que c'est eux-mêmes qui l'avaient mis sur la table. C'est quand même fabuleux. Est-ce qu'il y aura un armistice qui est encore plus contraignant ? Certainement pas. Est-ce qu'il y aura un traité de paix quand vous voyez les conditions que Vladimir Poutine met en place pour qu'il y ait une discussion sur un traité de paix ? C'est-à-dire l'émasculation de l'Ukraine, l'interdiction d'avoir une armée, etc., etc. Donc, je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'option diplomatique sérieuse. Et donc, comme il n'y a pas d'option diplomatique sérieuse, il n'y a pas d'engagement américain, si tant est que le président Trump le veuille, et je crois qu'il ne le veut pas, ça ne l'intéresse pas, et donc on en est là. Donc soit on continue à se balader de mois en mois comme ça, non, l'option c'est la guerre. Et donc c'est qu'on arrête de parler de coalition de la paix, de dire oui on est là pour la paix. Le slogan de la conférence de presse d'hier c'était « Ensemble pour la paix et la sécurité ». Mais je pense qu'au Kremlin, il se bidonne en voyant ça. Et puis entre-temps, il lance à ce moment-là des attaques de désinformation, de déstabilisation psychologique, en affichant, en France, mais également en Allemagne et en Autriche, des affiches sur les monuments importants de ces pays-là, disant, voilà, il y a 80 ans, ceux qui ont apporté la paix sur le continent, c'est la Russie soviétique. Vous voyez, Margot, moi, j'espère que demain, après-demain, en Russie, sur un certain nombre de bâtiments russes, un certain nombre d'affiches soient apposées, bon, ça c'est chose à monter, avec la poignée de main entre von Ribbentrop et Molotov, les deux ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique, se serrant la main en août 1939 pour le pacte germano-soviétique qui a conduit notamment les Russes à dépecer la Pologne. Il est optimiste, ce n'est même pas dans les livres, les manuels scolaires russes. Non, ils l'ont éliminé, et ils avaient éliminé, entre parenthèses, le protocole additionnel secret à ce pacte dans lequel les soviétiques et les nazis se partageaient l'Europe de l'Est. C'est à ce titre-là que les soviétiques attaquent la Pologne. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait une campagne d'affichage, c'est des trucs à monter, les services de renseignement peuvent faire des choses comme ça, où en Russie on affiche la poignée de main entre M. Molotov et M. Ribbentrop pour rappeler que jusqu'en 1941, c'est-à-dire quand Hitler décide d'attaquer son grand copain Staline, eh bien l'Allemagne nazie était la grande alliée de l'Union soviétique. Pensez-vous que Donald Trump ne croit pas à d'autres attaques de la Russie, à la volonté expansionniste de la Russie ? On a appris, notamment par le Financial Times, que les États-Unis ne financeront plus de programmes visant à former et à équiper les armées des pays d'Europe de l'Est qui seraient en première ligne de tout conflit avec la Russie. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que si vous voulez, si ça coûte et que ça ne lui rapporte rien, il s'en fiche.
Le fait que Poutine puisse s'enhardir encore plus et imaginer éventuellement en 2008, les services secrets, les services de renseignement occidentaux parlent de 2008, ça peut être 2010, entre parenthèses, il va falloir quand même qu'il avale l'Ukraine avant, c'est mal parti, mais puisse monter des opérations de déstabilisation dans les pays baltes. Mais Trump, si vous voulez, ça rentre pas dans son logiciel. Son logiciel, c'est moi Donald Trump, mon ego, 2, ma caisse à argent, et 3, est-ce que je vais pouvoir faire des deals avec les grands prédateurs de ce monde? Parce que j'appartiens à ce monde de grands dinosaures, de grands prédateurs. Les dinosaures, ça marche pas parce que je crois qu'ils étaient herbivores, donc plutôt d'autres types d'animaux. C'est ça qui l'intéresse. Le reste, il s'en fiche. Ses envoyés spéciaux, mais ce sont des gamins. Mais tout de même, Donald Trump a pointé du doigt une certaine hypocrisie européenne. Je posais la question au ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, tout à l'heure, concernant le gaz naturel liquéfié. 34% d'importation de gaz naturel liquéfié de la France vient de la Russie, selon les estimations. Il l'a dit haut et fort. Arrêtez de financer la Russie par les voies énergétiques que l'on connaît à l'heure actuelle. Et après, nous, du côté américain, on pourra parler de sanctions. Il a tout de même pointé du doigt, et au moins il faut lui rendre ça, quelque chose d'assez hypocrite sur la scène internationale. Oui, mais Margot, lui, il s'en fiche complètement de ça. Ce qui l'intéresse, en dénonçant ça, c'est que les Européens achètent aux États-Unis. Le fait qu'il y ait une embrouille, parce que c'est une notamment embrouille... en Louisiane, où il y a énormément de gaz Exactement. naturel liquéfié. Et donc, il a raison, c'est inacceptable. Il y a les achats aussi, vous avez interrogé tout à l'heure le ministre Ferracci sur ces questions-là. Je veux dire, qu'est-ce que les historiens vont raconter quand ils vont constater que, finalement, sur 3 ans et demi, les uns et les autres, à force d'acheter des ressources énergétiques en Russie, on aura donné à l'effort de guerre russe plus que ce qu'on a donné à l'Ukraine pour se défendre. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on achète aux États-Unis. Il le dénonce pas en disant « mais c'est scandaleux, réglez ce problème et je vais vous aider, etc. » Non, il n'y a qu'un esprit de business. Je vais très rapidement vous résumer ma pensée sur qui est Trump et qui est Poutine et pourquoi ils sont très proches. Ce sont 2 chefs mafieux. Alors Poutine, lui, c'est un vrai chef mafieux qui a mis en coupe réglée la Fédération de Russie avec ses alliés depuis 20 ans, et sur un mode totalement mafieux. Trump, l'Amérique est encore une démocratie, il fonctionne comme fonctionnent les systèmes mafieux, c'est-à-dire je t'apporte mon aide, mais tu payes cette aide, et surtout tu vas acheter dans mon business. Tu n'achètes pas ailleurs, tu achètes chez moi si tu veux ma protection. Il fonctionne comme ça. Et là-dedans, il n'y a ni morale, ni droit, ni intérêt partagé, ni valeur européenne, etc. Ils s'en tamponnent complètement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une convergence, une osmose entre ces 2 personnages. Encore une fois, l'Amérique est encore une démocratie. Je suis assez inquiet sur les dérives de l'Amérique trumpienne, mais leur mode de fonctionnement, c'est celui-là. Donc, il ne faut jamais croire que parce qu'il va dénoncer un coup, tout d'un coup, ce qu'a fait Poutine et tout ça, ce n'est pas des questions de valeur qui le choquent. C'est est-ce que mon ego a été froissé? Est-ce qu'on m'a suffisamment respecté? Est-ce que j'ai gagné suffisamment d'argent aujourd'hui? C'est ça qui le guide. C'est cela qui le guide. Pourtant, il a l'air lucide sur le positionnement des pays dits du Sud global. Regardez ces mots après cette rencontre entre la Chine et l'Inde. C'est tout de même quelque chose qu'on attendait peu, Pierre Servan. On dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine, la plus profonde et la plus sombre, qu'ils aient un avenir long et prospère ensemble. On a eu tout de même des tarifs douaniers assez sévères sur l'Inde. 50%, ça devait être 25% au départ. On disait, Donald Trump ne va pas s'occuper des sanctions secondaires puisqu'il ne veut pas perdre l'Inde avec qui il a des relations. Mais pourtant, ça y est, il l'a mis à exécution et on voit cette photo emblématique de Xi Jinping et Narendra Modi ensemble. Voilà, et puis donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait un tweet où il est sur son réseau social pour se dire, voilà, il complote contre moi, c'est horrible ce qui est en train de se passer, mais c'est une politique de gribouille, si vous voulez. Le fonctionnement de Trump, ce sont des coups de sang, et donc il fixe ces droits-là, et puis après il voit les conséquences, et il va dire aux Européens, récupérez-moi les Indiens, parce que ce qui se passe est inacceptable pour moi.